Donc bonjour à vous, un grand merci d'être venu donc, pour cette deuxième journée d'audition pour notre niche parlementaire. Donc pour vous présenter Alexandre Poidat, chargé de plaidoyer financement de la transition énergétique à Oxfam France. Et puis Daphné Chamard-Terlinck, au Secours catholique, chargée de projets mobilité inclusive et durable. Donc un grand merci d'être ici. Donc l'idée de ces auditions, c'est d'avoir des avis sur ce projet de résolution Green New Deal, Pacte des jours heureux qu'on est en train d'écrire. Donc vos avis seront précieux. Je vous propose donc que je vous laisse d'abord prendre la parole et puis après on aura un moment d'échange. Qui veut commencer? Comme tu veux. Eh ben, allons-y. Alors peut-être simplement pour commencer un petit propos sur le Secours catholique parce que je pense qu'on ne nous attend pas forcément, enfin beaucoup ne nous attendent pas sur la question climatique de prime abord, alors que pour nous c'est vraiment un enjeu qui est important parce qu'on pense que les enjeux de pauvreté sont intrinsèquement liés aux enjeux climatiques. Et ça, c'est quelque chose que l'on observe. C'est d'abord nos partenaires internationaux qui nous l'ont montré avec tout ce qu'on peut voir au niveau international, la déforestation, la désertification, la raréfaction de l'eau potable, etc. C'est des choses sur lesquelles on est interpellé, mais même au niveau de la France, c'est aussi les populations les plus pauvres qui sont davantage touchées par le dérèglement climatique, les inondations, les canicules. Ça touche principalement les personnes qu'on rencontre, et donc il est vraiment important pour nous de se dire que il ne peut pas avoir une transition écologique sans justice sociale et qu'il y a vraiment un impératif à travailler sur ces deux sujets. Donc c'est quelque chose que nous, on souhaite vraiment mettre en avant, et c'est pourquoi le Secours catholique se positionne aussi beaucoup sur ces enjeux. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de nous positionner en nous disant que les personnes qu'on rencontre sur le terrain, c'est les premières touchées, alors que ce n'est pas forcément les plus responsables, parce qu'on sait que ce sont les déciles les plus riches qui ont l'impact carbone le plus élevé, et ce, même en France. Et puis, c'est quelque chose qui est important auprès de nos équipes locales. Ce qu'on observe, on a aussi organisé nos propres débats l'année dernière lors du grand débat. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une conscience écologique qui est forte, un sens aigu de la responsabilité, même pour les personnes les plus pauvres. Donc effectivement, il faut penser à ce qu'on va manger demain, mais qu'on soit pauvre ou riche, on veut tous penser au bien-être et aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'au Secours catholique, on pense qu'il faut travailler sur les deux sujets en même temps, et que ce soit sur le long terme et même sur le court terme, si parfois il peut y avoir un peu de frottement. Il y a quand même des choses qui sont à faire pour que la transition écologique, ce soit aussi une bonne nouvelle pour les plus pauvres, et que ce ne soit pas perçu comme une punition, mais que chacun puisse participer à sa façon sans que ce soit coercitif ou contraint pour certaines populations. Voilà pour un peu l'introduction sur le Secours catholique et son engagement climatique. Très bien. Tu peux développer. C'est bon, tu peux pas... voilà, donc pour les différents sujets sur lesquels on travaille, il y a la question bien sûr qui nous touche beaucoup, c'est la précarité énergétique. On est forcément avec les populations qu'on rencontre, il y a le sujet bien sûr du mal logement, et on sait aussi que ce nombre augmente de plus en plus. Il y a le chiffre là qui est sorti il y a 2 jours qui nous montre encore une fois le nombre de personnes en situation de précarité énergétique qui a augmenté sur l'année dernière. Et on voit aussi que les ambitions, elles ne sont pas à la hauteur, en tout cas les objectifs et ce qui est affiché ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait dû faire. Là, ce matin, on l'a aussi redit lors de la conférence de presse. Il y a la loi de transition énergétique qui avait fixé un objectif de 700 000 rénovations. On n'est même pas à 10% de cet objectif. Et nous, on se positionne vraiment sur le fait qu'il faut une programmation annuelle de la part de l'État pour vraiment faire en sorte qu'on ait une rénovation de ces passoires énergétiques. Surtout quand on sait aujourd'hui qu'on a quasiment la moitié du parc locatif privé qui fait partie justement de ces catégories de passoires thermiques, et qu'on a 1 million de personnes précaires qui sont concernées par ces sujets, rien que sur ces passoires énergétiques. Et puis un autre enjeu, il nous semble pour nous, c'est l'interdiction justement de la location, qui était une promesse de campagne. Oui, qu'on a apportée, mais qui a été refusée.
Et effectivement, voilà. Et donc, du coup, pour nous, c'est aussi important de se dire que on doit travailler sur accompagner les propriétaires pauvres, mais aussi on doit donner des outils aux locataires pour ne pas être dépendants de ces passoires énergétiques, parce que les personnes qu'on rencontre, on est dans une telle situation qu'aujourd'hui, on est sur une personne des familles qui choisissent finalement entre bien manger, entre bien se chauffer, et donc nous, les témoignages qu'on a, c'est que parfois on choisit juste de chauffer la chambre des enfants et pas les autres pièces parce que c'est ce qui est prioritaire. On n'ose pas inviter les petits camarades de ses enfants pour le goûter, pour l'anniversaire, parce qu'on a honte, parce qu'il fait froid chez nous. Donc on voit que cette précarité énergétique, elle a des débordements, elle n'est pas simplement sur ce sujet simplement de il fait chaud, il fait froid, mais que ça a aussi des conséquences aussi sur la vie sociale, sur le lien social que veulent créer les personnes. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est important pour nous. Et puis en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, il y a tous les accès finalement aux besoins essentiels qui sont impactés par la transition. Là, on parle de se loger. Il y a la question aussi de se nourrir. Aujourd'hui, le système agricole actuel, il n'est pas adapté aux personnes les plus précaires. Quand on voit qu'on a 5,5 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire, pour nous, c'est juste un palliatif qui relève d'un problème structurel. Et l'aide alimentaire, ça doit être quelque chose de ponctuel. On ne doit pas avoir des personnes qui en soient dépendantes. Donc on fait partie de plusieurs collectifs pour se dire comment on construit un système qui est plus accessible, plus inclusif et qui aussi promeut les circuits courts pour que les producteurs soient aussi bénéficient d'une rémunération plus juste. Donc c'est un système plus accessible, plus juste et bien sûr plus écologique qu'on veut aussi mettre en avant pour que tous on puisse accéder à une alimentation digne de qualité. Et puis un autre besoin essentiel qu'on relève aussi beaucoup, entre autres, hein, il y a plein d'autres sujets, mais qui nous importent aussi, c'est la question de la mobilité, parce qu'en fait, se déplacer, c'est finalement un prérequis pour accéder à ces droits. On rencontre, nous, des personnes qui perdent leurs droits, que ce soit des personnes étrangères, mais aussi simplement des besoins d'aller à des rendez-vous, Pôle emploi et autres, et qui ne peuvent pas se rendre, faute de moyens de transport, parce que j'ai pas assez d'argent pour accéder à une voiture, parce que j'ai juste pas de transport en commun. L'éloignement aussi des services publics fait que les personnes sont de plus en plus dépendantes de la voiture. On rencontre, nous, des cas où effectivement il y a des maisons de santé qui sont installées, mais au milieu de nulle part, et finalement les personnes doivent parcourir 4 km à pied sur une départementale pour accéder aux soins. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour nous qui est fondamental. Et on pense qu'il faut vraiment travailler aussi sur comment on permet à tous d'accéder à la mobilité, mais aussi à une mobilité plus propre. Et aujourd'hui, les dispositifs qui peuvent exister, la prime à la conversion, etc., on voit quand même qu'elles sont peu orientées vers les populations les plus précaires parce que le reste à charge est encore trop important et qu'elles ne peuvent pas se permettre d'acheter un véhicule plus propre. Et de fait, ça les exclut encore plus. Et ça, on le voit, la zone à faible émission en Ile-de-France est particulièrement criante là-dessus parce qu'on voit qu'il y a énormément de personnes qui sont dépendantes de la voiture parce que j'ai des horaires décalés, parce que j'ai un emploi du temps qui est fragmenté, parce qu'on n'a pas tous un bel emploi, un CDI qui va bien avec les bons horaires. Donc je ne peux pas utiliser les transports en commun, mais ma voiture, elle ne peut pas rentrer dans la 86. Et donc de fait, on exclut encore plus les populations. Ça fait vraiment partie des chantiers qui sont pour nous vraiment importants. Et de se dire que la transition écologique, elle doit aussi participer à ce qu'on puisse tous accéder aux droits. Et sur ce sujet, on s'est notamment positionné avec le RAC sur comment on travaille sur une taxe carbone, mais une taxe carbone qui est plus juste, parce que là, en état, telle qu'elle nous était proposée, elle était injuste, c'est pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il n'y a pas une application du principe pollueur-payeur, parce que ça pèse beaucoup plus sur les ménages les plus pauvres par rapport aux ménages les plus riches. C'est un peu comme la TVA, on voit que c'est une taxe qui est injuste. Et puis aussi, territorialement, c'est assez injuste parce que une personne qui travaille à 30 km de son lieu de travail en milieu rural et qui n'a pas de transport en commun, elle est dépendante de sa voiture. Donc la taxe carbone va peser encore plus sur elle du fait de sa position. Donc nous, on travaille vraiment à se dire qu'une taxe carbone, elle peut exister, mais il faut qu'elle soit juste. Et donc pour ça, il y a le principe pollueur-payeur qui est appliqué, notamment sur le fait de se dire comment on supprime ces exonérations de niches fiscales qui pourraient rapporter pas mal de milliards d'euros justement pour se dire qu'on peut financer la transition écologique. Et puis bien sûr, il y a la question de la participation des grandes entreprises parce que
le coût de la carbone, le prix carbone n'est pas le même pour les grosses entreprises que pour les PME en France. Et une taxe carbone juste, ça s'applique aussi sur le fait de se dire il faut que chacun puisse participer. Et donc on a proposé avec les associations membres du réseau Action Climat qu'on puisse avoir un revenu climat qui permettrait en fait aux personnes de récupérer en fait une partie de cette taxe carbone pour pouvoir survivre en fait malgré cette nouvelle taxe carbone et puis au contraire s'adapter par l'information, par aussi une transition. Et puis les fonds qu'on récupérait permettraient donc à la fois d'investir auprès des collectivités sur les territoires, parce que c'est bien sur les territoires que ça se passe, et puis aussi du coup de permettre ce revenu climat pour que ce soit juste pour tout le monde. Merci. Merci, c'était clair. C'est intéressant pour moi aussi. Alors, pourquoi aussi Oxfam se positionne sur les sujets de la transition écologique et les sujets climat? Oxfam est une association qui a pour but de mobiliser les citoyens contre la pauvreté. On a des programmes humanitaires et de développement dans les pays du Sud qui visent à réduire la pauvreté. Or, ce qu'on a constaté et un travail que fait Oxfam n'est de dire on s'occupe des conséquences de la pauvreté, mais on souhaite également s'occuper aux causes de la pauvreté. Si on regarde la problématique des changements climatiques, elles ont pour conséquence d'affaiblir avant tout et d'avoir un impact humain sur les populations les plus vulnérables dans les pays en voie de développement. Donc on peut citer les incendies en Indonésie, rien qu'en 2019 on peut citer les incendies en Indonésie, les inondations en Indonésie, les incendies en Amazonie, en Australie, c'était la 3e année la plus chaude en France. Il y a le Mozambique a été frappé 2 fois par 2 ouragans, ça a coûté des millions de vies et un cinquième du PIB au Mozambique. Et donc notre but est aussi de s'attaquer aux causes de ces changements climatiques, et ce sont les politiques menées par les pays développés, entre autres la France, d'où la nécessité d'un Green Deal, et donc c'est très intéressant qu'on puisse échanger là-dessus. Sur cette problématique spécifique, notre expertise s'oriente surtout sur le financement, sur les financements, et donc sur le financement d'un Green New Deal, et donc ce que je souhaite vous proposer, d'avoir plusieurs pistes pour financer un Green Deal. Je tiens à préciser que, évidemment, la liste que j'ai présentée est non exhaustive, qu'elle s'oriente surtout sur la transition énergétique, donc tout ce qui est problématique énergétique, parce que les énergies fossiles sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre, et aussi qu'elles sont possibles au niveau français comme au niveau européen, dans le cadre des traités actuels. En introduction, si on regarde aujourd'hui les besoins de financement pour la transition écologique dans le sens large, en France, selon les fourchettes, ça va entre 30 et 300 milliards nécessaires par an. Donc c'est des sommes assez importantes, sachant que pour les secteurs les plus émetteurs, c'est au moins 7 à 9 milliards par année qui sont assez urgents pour enclencher la transition. En Europe, on va plutôt parler entre 1000 et 3000 milliards d'ici à 2030, donc c'est environ entre 100 et 300 milliards par an. Beaucoup de chiffres, mais c'est pour donner un exemple de la réalité et du besoin de financement pour la transition énergétique. Sachant que la question des financements est très importante, puisque les financements d'aujourd'hui façonnent le monde de demain. On peut résumer l'enjeu du financement par une double problématique. D'un côté, donc aujourd'hui on est face à un sous-investissement, comme je l'ai rappelé par les chiffres chroniques, en France comme au niveau européen, mais aussi par une problématique de financement de la pollution. Et donc à la fois des financements privés qui vont continuer à alimenter des activités polluantes, mais également des subventions étatiques qui vont financer ces activités. Donc je voudrais vous faire 3 propositions, et on porte 3 propositions chez Oxfam pour le financement. La première proposition, c'est de réguler la finance privée pour réorienter la finance privée du brun au vert. Un deuxième axe, c'est de mettre fin aux subventions et niches fiscales climaticides. Et le troisième axe, c'est d'élargir la taxe sur les transactions financières qui pourrait dégager des recettes supplémentaires pour financer la transition. En novembre 2019, donc il y a 3 mois, Oxfam France et les émulateurs nous avons sorti un rapport sur le financement
des énergies fossiles par les banques françaises. Et donc, on s'est intéressé à leurs activités de financement et d'investissement dans les énergies fossiles et qu'est-ce que cela générait en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, la conclusion, c'est qu'en 2018, les banques françaises ont émis l'équivalent de plus de 2000 milliards de tonnes équivalent CO2. Donc, ça représente plus de 4 fois les émissions de la France en une année. Donc, les banques françaises contribuent massivement au changement climatique. Si on parle en termes de financement, c'est depuis l'accord de Paris, c'est 124 milliards d'euros qui ont été alimentés les énergies fossiles par uniquement les banques françaises. Et d'un point de vue absolu, sur 10 euros de financement énergétique, il y a 7 euros qui vont dans les fossiles, 2 dans les renouvelables et 1 dans le nucléaire. Je parle et on insiste beaucoup chez Oxfam sur les banques françaises parce que elles ont un rôle et un poids considérable dans l'économie. Si on regarde la détention de leurs actifs en une année, c'est 3 fois le PIB de la France. Donc on se rend compte que c'est un vrai enjeu. Petit point, juste 10 euros, 7 euros fossiles, 2 euros renouvelables, 1 euro nucléaire. Oui, au nucléaire, il y a aussi un peu d'hydraulique. Nucléaire, vous avez compté l'ensemble du coût du nucléaire ou non? Alors, on a regardé. Non, alors c'est vraiment qu'est-ce que les banques déclarent sur les marchés financiers. Oui, d'accord. Okay. Donc, c'est pas en termes. Oui, c'est pas en termes de. Oui, j'ai compris. Ouais. Ok, c'est clair dans ma tête. Merci, pardon. Mais c'est judicieux, mais là, c'est à un moment donné, donc c'est pas sur oui, un c'est scénario. exactement ça. Oui, alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on parle beaucoup, par exemple, que la France a pris des engagements, par exemple, de sortir du charbon. Dans la loi Hulot 2017, elle s'est engagée à cesser tout recherche et exploitation d'hydrocarbures. La France a également pesé pour que la Banque européenne d'investissement cesse de financer les énergies fossiles, ce qui devrait arriver d'ici 2021. Et donc, nous, on pointe la cohérence entre à la fois ces engagements publics de la France, mais ce que font d'un autre côté les banques privées, les banques qui donc, sont sous l'autorité de l'État français, et qui vont d'un autre côté financer massivement les énergies fossiles. Donc c'est un jeu à somme nulle. Et donc c'est pour ça qu'on propose de mettre en place des normes contraignantes pour interdire les financements des banques privées vers les énergies fossiles. Progressivement, mais avec des mesures fortes. Très succinctement, on propose 3 normes contraignantes qui reposent sur 3 volets, si vous voulez. Le premier volet, c'est l'exclusion aujourd'hui de tout développeur, donc dans le secteur du charbon ou du pétrole et gaz de schiste, tout ce qu'on appelle le pétrole et gaz non conventionnel. Donc que l'État puisse mettre en place des normes contraignantes qui garantiraient que les acteurs financiers ne financent plus les entreprises qui se développent dans ces secteurs. Le deuxième volet, c'est l'exclusion par les acteurs financiers de toute entreprise qui est aujourd'hui beaucoup trop exposée au secteur des énergies fossiles pour pouvoir y sortir à temps dans les temps impartis comme définis par la science. Et le troisième volet, c'est de conditionner un soutien à une entreprise à ce que l'entreprise ait un plan de sortie des énergies fossiles. Donc c'est ce qu'on a développé pour garantir qu'il y a une orientation des financements privés du brun vers le vert. Ensuite, je vais développer par la suite comment ça pourrait être aussi une source de financement. Enfin, naturellement, c'est une source de financement de mettre en place des normes. Mais je vais d'abord aller sur le deuxième axe qui est de mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. Donc globalement, on a évalué que les subventions de l'État français en direction des énergies fossiles en une année, c'est environ 20 milliards d'euros. Donc c'est une somme de nouveau pas négligeable et qui continue à alimenter donc, la pollution et des activités nocives. Chez Oxfam, on travaille notamment sur un cas qui est les subventions via ce qu'on appelle les garanties export. Alors c'est un peu technique, mais je vais expliquer. Mais c'est très important. En fait, aujourd'hui, BPI France est une banque publique de l'État. Elle a une branche qui s'appelle BPI France Assurance Export et qui va donner des garanties publiques à des entreprises privées françaises pour s'exporter à l'étranger. Et c'est notamment le cas dans le secteur des énergies. Donc, pour prendre un exemple très concret, par exemple en 2015 ou quelque chose comme ça, le Mozambique ont découvert beaucoup de réserves gazières au large de leurs côtes. Donc, elles ont fait un appel international pour exploiter leur marché. Plusieurs entreprises gazières se sont positionnées pour répondre à ce marché, et l'État français, dans ces cas-là, peut apporter une garantie à ces entreprises pour les aider à répondre à l'appel d'offres. Et donc ça a été le cas en 2017 avec Technip,
qui a reçu une subvention de 500 millions d'euros de l'État français pour garantir cette exploitation gazière au Mozambique. Et donc c'est de l'argent très clairement du contribuable qui va aller subventionner les énergies fossiles. Sachant que c'est un scandale à la fois pour le climat mais aussi pour les droits humains parce que dans le cas du Mozambique, il y a eu des déplacements de population, etc. Donc il y a beaucoup d'autres projets qui sont encore aujourd'hui garantis par la France. C'est le cas aussi au Yémen, c'est le cas en Arctique avec un terminal qui s'appelle LNG. Lors du dernier PLF, donc du PLF 2020, il a été voté que toute garantie soit cessée pour le secteur du charbon, sauf que c'était déjà un engagement de 2016, donc BPI France Assurance Export ne font plus de garantie dans le secteur du charbon, mais ça a juste été inscrit dans la loi. Et après, ils ont élargi également au secteur du pétrole et du gaz non conventionnel, donc notamment le pétrole et gaz de schiste, sauf que ce n'était aujourd'hui dans le portefeuille de BPI France Assurance Export, c'est très peu, voire il n'y a aucun projet existant. Donc le vrai enjeu, c'est sur le pétrole et le gaz, notamment ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. Et donc aujourd'hui, c'est une forte recommandation qu'on porte, parce que ça montre très clairement comment l'État peut subventionner les entreprises les plus puissantes et l'intérêt privé de certaines entreprises au détriment de la population et de l'intérêt collectif. Ce qui est intéressant de mettre en perspective ces deux aspects, c'est qu'on peut avoir une proposition assez forte de dire que aujourd'hui, on peut se poser la question de pourquoi les banques, par exemple, ne vont pas financer des projets verts ou vont toujours financer autant les énergies fossiles alors que c'est un enjeu de long terme. C'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas assez rentables. Et donc le marché considère que les énergies fossiles sont encore plus rentables aujourd'hui que certains secteurs de verts ou du renouvelable. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, ces garanties publiques, donc à l'export, mais aussi parce que la France a des banques publiques, puissent garantir des projets qui sont aujourd'hui considérés comme non rentables. Et donc ça permettrait, par ces formes de normes, une réorientation du brun vers le vert. Le troisième axe que je voulais développer, c'est sur un renforcement de la taxe sur les transactions financières françaises, donc qui existe depuis 2012 en France. Son taux a été progressivement évolué et son assiette aussi. Donc aujourd'hui, elle s'applique sur l'achat d'actions. Son taux est à 0,3%. Elle est affectée aujourd'hui à 33% à l'aide publique au développement. Donc si on modifie tous ces paramètres, elle pourrait rapporter beaucoup plus. Donc, notamment si on augmente son taux à 0,5, qu'on l'élargit aux opérations les plus spéculatives, ce qu'on appelle l'intraday ou les opérations intrajournalières. Aujourd'hui, le gain de la taxe sur les transactions financières est de 1,6 milliard d'euros. Elle pourrait rapporter, les mesures que je viens d'énoncer pourraient rapporter entre 3 à 5 milliards en plus. Sachant que chez Oxfam, on porte que son affectation aille à 100% à l'aide publique au développement. Sauf que dans l'aide publique au développement, il y a aussi une partie qui sert à financer l'adaptation au changement climatique, donc à la transition, qui est pris en compte dans la transition. Alors, je n'ai pas développé avant, mais il faut préciser que pour ce qui est la réorientation du brun vers le vert, ce qui est porté là, ce que j'ai développé pour le niveau français, peut également être passé sous forme de directive au niveau européen. Et de même, la taxe sur les transactions financières existe en France, elle n'existe pas au niveau européen, ça fait depuis 2011 qu'elle est négociée, elle n'a toujours pas vu le jour, mais d'après une évaluation de la Commission européenne en 2016, appliquée à une assiette un peu plus large que la française et par exemple à des opérations aussi spéculatives ou des produits dérivés, elle pourrait rapporter 22 milliards d'euros par an au niveau européen, sachant que ça concerne uniquement 10 pays. Parce qu'on est dans un cadre de coopération renforcée à l'heure actuelle pour la taxe sur les transactions financières européenne, qui n'existe toujours pas. Donc. Voilà, c'est les trois axes que je souhaitais développer. Merci beaucoup. Alors, la première question que j'ai envie de poser, bon, déjà, je pense que c'est ce qui est très important, à la fois dans ce qui est dit sur le financement, qui montre que, voilà, déjà, on peut faire autrement et on peut trouver l'argent et que l'argent, on le trouve si on le veut. Et puis aussi dans le côté, voilà, de dire l'urgence sociale et l'urgence écologique sont intrinsèquement liées. Je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles on se retrouve tout à fait et qu'on a bien noté dans la résolution. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez réfléchi, fait des choses sur la question des communs. Parce que quand on parle typiquement dans ce qui a été dit tout à l'heure sur les besoins fondamentaux, concrètement, on est arrivé dans une société
qui n'arrivent même plus à répondre aux besoins fondamentaux de certaines personnes. Et dans voilà, un autre avenir aussi qu'on pourrait inventer collectivement, l'urgence écologique, elle permettrait aussi de donner à chacun et à chacune une dignité de vie et de pouvoir vivre autrement en faisant vraiment face à l'urgence écologique qui a déjà commencé. Et je pense notamment à l'accès à l'eau, je pense qui, selon nous en tout cas, devrait être sorti du marché. Est-ce que vous avez travaillé dessus? Est-ce que vous avez des préconisations particulières dessus et qui pour le coup ne serait pas juste aller du brun au vert, mais de dire voilà, ça c'est interdit, c'est des choses qui doivent rester à la collectivité, qui sont des biens indispensables à la vie, donc qui doivent rester gérés de manière démocratique et publique. Est-ce que vous avez pris des positions dessus? Et pour le coup, qui sont difficilement compatibles avec les traités, mais bon, les traités peuvent se changer aussi. Oui, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments dessus ou si... Alors, je sais qu'en France, on n'a pas de position sur ça, sur cette question-là spécifique. Après, ce qui nous semble, de manière peut-être un petit peu moins, un peu plus générale, nous, on pense qu'il y a quand même un socle d'accès aux droits qui sont aujourd'hui justement pas respectés, notamment l'accès à un logement digne, qui fait quand même partie des choses qui nous semblent importantes. Et je pense que dans toute cette notion, parler de dignité, et c'est vraiment ça, nous, on se bat aussi pour l'accès à une alimentation digne de qualité, parce qu'aujourd'hui, on est... Ok, on peut se loger, mais dans quelles conditions? Donc pour nous, il y a ces enjeux d'alimentation qui doivent rester aussi de l'ordre justement de se dire comment la puissance publique travaille aussi pour qu'on soit tous dans ce système actuel agricole alimentaire et qu'on s'y retrouve tous sur la question du logement. Et puis bien sûr, c'est mathématique particulièrement, mais l'accès à la mobilité, on le prévoit parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est de se dire c'est un sujet qui fait partie de ce qui nous semble être dans un socle de réflexion nécessaire dès lors qu'on a un projet qui est un peu public, notamment par exemple, je pense aux maisons France Service, où on se dit que ces nouveaux endroits où on devrait pouvoir accéder à tous ces droits. Aujourd'hui, dans le cahier des charges, on n'a pas forcément cette notion d'accessibilité, en tout cas penser globalement, et c'est de se dire, en fait, il faut que tout le monde puisse aussi accéder à ces espaces. Et donc pour nous, ça fait partie de ces commandes, de se dire aujourd'hui accéder au service public, c'est aussi accéder de pouvoir y aller. Et ça, c'est pour nous quelque chose qui est important à prendre en compte. Ouais. Non, et puis ça rentre dans l'autre imaginaire à construire, justement, cette question de dire la sobriété. Souvent, ce qui est quand même reproché à la pensée écologiste, c'est de vouloir faire revenir tout le monde à des niveaux de vie extrêmement pauvres. Pour le coup, c'est de dire, y compris pour plein de gens, ça veut dire vivre mieux, en fait. Être dans une société où, justement, on accède aux services publics, où on peut se soigner, où on peut se loger, accéder à ces fonctions essentielles à la vie. Et ça, je pense que c'est important aussi à construire dans l'imaginaire qu'on raconte, en fait, de dire une société à la hauteur écologiste, ça peut aussi être ça, quoi. Ouais. Et au contraire, en fait, pour nous, ça doit être vecteur de bonnes nouvelles, en fait. C'est de se dire que ça doit améliorer notre quotidien. Et pas toujours de le voir d'un côté très coercitif, on empêche de se déplacer en voiture, mais non, quand on a aussi ces zones à faible émission, c'est l'objectif de respirer tous un air qui est plus pur, et en fait pour nous ça doit être une bonne nouvelle et permettre à tous d'avoir un minimum digne et décent. Et puis y compris quand on prend sur les énergies, on est sur des questions qui sont en termes d'emploi beaucoup plus avantageuses lorsqu'on sert notamment des énergies fossiles, que lorsqu'on est dedans, quoi. Sûr. Après, oui, on partage totalement cette philosophie que vous avez développée et le fait que, par exemple, un système d'imposition progressif et qui rapporte plus d'argent, ça permet aussi d'avoir un meilleur accès aux droits sociaux, à des services sociaux et donc aux services publics. C'est la même problématique pour dire au niveau international, de dire que le changement climatique, ça impacte aussi les plus pauvres et qu'eux aussi ont le droit de vivre dans un environnement sain, de grandir avec des énormes problématiques d'accès à l'eau aussi dans les pays en voie de développement, d'accès à l'alimentation. Donc globalement, on partage totalement la philosophie. Après, on n'a pas de position pour dire est-ce qu'il faut sortir aujourd'hui ou avoir un traité pour dire
très, très concrètement, ceci est protégé. Voilà, on n'a pas de position ferme là-dessus, mais globalement, on partage totalement la philosophie. Ok. Autre question. Vous avez parlé tout à l'heure de l'aide publique au développement, notamment, et vous aviez commencé aussi par ça en disant vos partenaires à l'international. C'est évident qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les personnes les plus pauvres, et d'ailleurs les pays les plus pauvres, sont ceux qui sont le plus victimes du changement climatique et d'ailleurs de l'effondrement du vivant en général. Qui va amener quand même des migrations, enfin des réfugiés climatiques, qui va quand même mettre une pression extrêmement forte sur les conditions de vie des plus pauvres, mais à l'intérieur même de nos pays. D'ailleurs, en France aussi, c'est aussi eux qui reçoivent le plus de pollution, qui sont la question au niveau international, c'est comment. Alors vous avez commencé un peu à répondre en disant voilà, la taxe sur la transaction financière elle serait vers l'aide publique au développement. Comment on s'assure que, y compris si par exemple un jour ce pacte des jours heureux ou ce Green New Deal arrivait dans un premier pays, comment on s'assure que de l'aide vers des pays qui pour le coup n'ont pas forcément les mêmes infrastructures, les mêmes... Comment vous voyez la solidarité internationale qui est très importante sur cette question-là? Voilà, si vous avez des éléments dessus, on est assez preneurs. Oui, alors déjà, il y a un chiffre qui me marque assez, c'est en 10 ans, les déplacés, des populations déplacées pour cause d'événements climatiques extrêmes a été multiplié par 5, donc c'est quand même énorme. Et alors là-dessus, oui, nous on a un positionnement assez fort de dire que il y a une responsabilité historique des pays industrialisés dans les changements climatiques et que par un soutien financier, on peut aider les populations les plus vulnérables. Et donc il y a une notion qui est très importante qui est celle de l'adaptation, parce qu'on parle souvent quand on parle de transition d'atténuation, mais la notion d'adaptation au changement climatique est fondamentale et elle est d'autant plus fondamentale dans les pays en voie de développement qui sont les premiers affectés par le changement climatique. Donc notre position c'est de dire il faut absolument, par exemple là il faut quand même dire certaines bonnes nouvelles, mais de dire que par exemple là la France a doublé sa contribution au Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert qui est géré par les Nations Unies, qui permet une solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud, et qui existe depuis 5 ans et qui a été plutôt efficace. En France, aujourd'hui, on n'est pas encore... la France a engagé à allouer 0,7% de son PIB à l'aide publique au développement. Aujourd'hui, on est plutôt à 0,42%. C'est des milliards d'euros qui sont en jeu et qui pourraient aller à l'adaptation au changement climatique. Et donc là, il y a un vrai enjeu de solidarité et donc de dégager des moyens supplémentaires financiers pour aider les pauvres et les populations les plus vulnérables. Et là-dessus, je veux dire, la France a aussi une agence française de développement qui permet de financer ces projets. Après, il y a aussi un problème d'alignement des institutions financières publiques françaises avec l'accord de Paris. Et avec ça, je prends cet exemple très précis parce que, par exemple, l'Agence française de développement a plutôt des politiques, si on prend le secteur énergétique, vertueuses, mais sa filiale Proparco, qui s'occupe du secteur privé, va continuer encore à financer des projets qui vont financer des énergies fossiles, là où les moyens financiers devraient plutôt aider à l'adaptation au changement climatique ou à la transition dans les pays du Sud. Peut-être un peu pour compléter, mais c'est de manière un petit peu plus générale. Nous, on pense aussi que il faudrait peut-être avoir aussi cette nouvelle règle d'or qui fait qu'on évalue plus simplement les projets à l'aune de ce qu'on a l'habitude d'observer, les 3%, etc. Mais de se dire qu'aussi les investissements, ils doivent être compris, et les projets doivent être compris à l'aune de la transition énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble aussi important de se donner aussi d'autres critères. Parce qu'on parle de la dette, mais il y a la dette climatique en fait aussi, et elle continue d'avancer et elle existe. Et elle est une dette climatique envers, on parlait des pays pauvres et les pays qui sont les plus touchés par le changement climatique, mais aussi notre dette vis-à-vis de la planète en fait finalement. Surtout quand on voit que le jour de déplacement, chaque année, il avance. Ouais, exactement. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un revenu climat pour une nouvelle taxe carbone. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? C'est l'idée en fait de se dire que aujourd'hui, on a besoin quand même de la fiscalité carbone. Une taxe carbone, ça nous semble important parce que
c'est aussi un signal fort qu'on porte en fait au sujet de la transition et de se dire que nos actions, elles ont aussi un impact bien sûr sur l'environnement, mais par contre, elles ne doivent pas peser plus sur les ménages les plus pauvres par rapport aux ménages les plus riches. Donc la proposition qu'on a faite avec le RAC, c'est de se dire qu'on pourrait avoir cette nouvelle taxe carbone qui serait donc sur deux pendants. Donc on a bien sûr, pour nous, une taxe carbone, elle est juste si elle est appliquée à tout le monde. Donc déjà, c'est le principe pollueur-payeur dont on parlait tout à l'heure. Les chiffres diffèrent, hein, mais l'étude i4C disait que voilà, les exonérations des niches fiscales, c'était 14 milliards. Donc on voit qu'on a déjà de quoi aussi un peu financer. Ce que je parlais aussi tout à l'heure des entreprises. Et puis de se dire que les ménages français peuvent aussi contribuer via la taxe carbone, donc par la consommation énergétique. Mais par contre, que ça ne doit pas peser en plus sur leur budget. Et donc la proposition qu'on fait, c'est selon les revenus. En fait, donc on a mis en ligne, on a un simulateur en fait de cette taxe carbone et de ce revenu climat. Selon les revenus et selon le pourcentage qu'on veut allouer justement à ce revenu climat, les personnes en fait pourraient récupérer un revenu climat pour leur permettre de s'adapter au changement climatique sans que ce soit un poids supplémentaire. Et donc l'idée, c'est en fait de récupérer les gains taxe carbone plus application du principe pollueur-payeur et de se dire, voilà, on alloue 50% à la transition par de l'investissement dans les collectivités et on alloue 50% par exemple pour le revenu climat ou pas. En fait, notre proposition, c'est de se dire, on se laisse aussi d'autres critères en se disant, voilà, dans un premier temps, c'est plutôt 50-50, dans un second temps, ça peut être 70-30%, et c'est l'objet un peu de notre proposition. D'accord. Merci. Une autre question sur l'adaptation, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Moi, je suis très d'accord avec les différentes propositions que vous avez faites, que ce soit sur la rénovation énergétique, sur les pistes de financement et notamment l'arrêt des subventions aux énergies fossiles, parce qu'il faut quand même rappeler que si on ne laisse pas 80% des ressources sous terre, on n'a aucune chance pratiquement de rester en deçà des 2 degrés Celsius. Est-ce que vous avez déjà eu des réflexions, ça c'est une vraie question qu'on se pose à plusieurs d'ailleurs dans le groupe de travail autour du Green New Deal, sur la question des assurances? Parce que quand on parlait tout à l'heure des inondations, des événements climatiques extrêmes, on va quand même se retrouver dans une situation où de plus en plus de gens vont être confrontés à ces événements climatiques extrêmes, avec parfois la perte d'un logement, de biens, Et je pense que cette question, elle est assez importante, d'autant plus que ça va souvent ça va souvent être les mêmes qui vont être touchés par ces événements de plus en plus fréquents. Et donc, je ne sais pas si vous avez réfléchi des choses autour de cette adaptation et puis éventuellement de cette question d'assurance que je trouve intéressante aussi à penser en disant, il faut qu'on réfléchisse à un autre avenir, mais aussi à comment on fait en sorte que tout le monde arrive à s'en sortir, y compris quand il y a des événements tels qu'une inondation, une grosse tempête. Nous, on a un petit peu travaillé sur le sujet, mais c'est assez spécifique. C'est aussi lié à notre activité sur l'inclusion bancaire, financière de manière plus générale, et notamment sur déjà aussi le fait d'avoir peut-être un système d'assurance solidaire. C'est quelque chose qu'on travaille notamment dans le cadre de notre activité de microcrédit, parce qu'on finance beaucoup de microcrédits pour les personnes. On participe au dépôt de dossier. On se porte garant aussi là-dessus. Donc on a travaillé déjà sur le fait de permettre d'avoir une assurance solidaire, parce que ce qu'on observe nous dans les populations qu'on rencontre, c'est parfois même, donc, notamment sur la voiture, sur le fait qu'en fait les personnes ne prennent même pas d'assurance, elles roulent sans assurance parce qu'en fait ça leur coûte trop cher. Donc voilà, on n'est pas très avancé sur ça, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est fondamental en fait. Oui, tout à fait. On parle d'assurance privée ou d'assurance publique? C'est une vraie question. Alors oui, d'un côté, assurance privée. On va un peu rentrer dans le jargon financier, mais ce qui est vraiment très intéressant. Non, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que en fait, aujourd'hui, la finance, c'est un risque en termes humains si elle continue de financer des énergies polluantes et d'aggraver le changement climatique. Mais à la fois, c'est un risque financier pour la finance elle-même. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a 3 risques auxquels font face la finance. Un risque physique,
C'est-à-dire que tout simplement, une montée des eaux, ça peut endommager des biens physiques. Il y a un risque de transition. On sait par exemple que très clairement, ça va être les énergies vertes ou renouvelables qui vont être le plus important dans le futur et qu'il va y avoir des taxations et des normes de plus en plus contraignantes de la part des États. Et il y a un risque de responsabilité. Donc on peut voir que par exemple, l'entreprise d'électricité américaine en Californie, PGE, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui a été accusée d'être responsable des feux de forêt en Californie, a fait faillite parce que tous ses clients ont demandé des dédommagements. Voilà. Donc il y a vraiment en fait, c'est là où il faut dire que le marché lui-même va faire face aux risques climatiques. Et donc c'est notamment le cas pour l'assurance. Alors je ne sais plus les chiffres, mais je sais que la Banque de France a fait, ou la CPR, un des deux, a fait une analyse des risques physiques auxquels font face les assureurs français face au changement climatique. La Banque de France a annoncé à la fin de l'année dernière qu'elle allait mettre en place des stress tests climatiques aussi pour voir est-ce que la finance peut s'adapter au changement climatique, quels sont les impacts du changement climatique sur la finance. Donc elle devrait donner des résultats d'ici la fin de l'année. Ça paraît très technique, mais tout ça, ça montre que en fait, c'est tout le système qui est chamboulé, c'est tout le capitalisme financiarisé qui peut être chamboulé par ça. Donc oui, l'assurance privée, c'est que très clairement et très rapidement. Et on le voit quand même que certains assureurs, notamment dans le cas du charbon, se désengagent de ça. Donc par exemple, AXA, aujourd'hui, ont annoncé qu'ils sortiraient du charbon d'ici 2030 à 2040, qu'ils ne feraient plus qu'ils n'assuraient plus aujourd'hui des projets de nouvelles centrales à charbon, des choses comme ça. Donc il y a une prise de conscience de la part des assureurs privés, et c'est là où on peut mettre en place des normes contraignantes. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé des banques parce que c'est ce qui parle à tout le monde, mais en fait, ça s'applique à tous les acteurs financiers. Ces trois piliers contraignants dont j'ai parlé. Et en fait, ça va protéger à la fois les citoyens, mais aussi le système économique lui-même si on met en place des normes contraignantes aujourd'hui. Et en ce qui est en garantie publique ou assurance publique, donc c'est vraiment le cas des garanties à l'export, moi je considère que c'est vraiment une opportunité importante pour financer la transition énergétique. C'est là où on reste quand même dans un marché dans un capitalisme financiarisé, si vous voulez, et où, en tout cas sur le court terme, pour pouvoir réorienter une partie des financements privés, les garanties publiques qui vont aller vers le secteur du vert sont très importants. Or, à l'inverse, tant que l'État continuera à garantir des projets polluants ou des projets bruns, en fait, elle met les contribuables en danger, puisqu'on sait qu'il y a un risque de dépréciation de ces actifs. Donc c'est un double enjeu, mais c'est à la fois un risque énorme, mais aussi une opportunité. J'espère que ça répond à la question. Mais... oui, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. J'avais une question, parce que moi j'ai entendu aussi que les marchés financiers étaient, entre autres les assureurs, étaient en train de spéculer sur les déréglementations climatiques. Ah, oui. Il y a aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le tendance à se dire on se sauve aussi nous-mêmes parce qu'on peut être mis en danger et s'écrouler. Mais il y a aussi, on va. Je sais plus, je dois être sur plus professionnel que moi là-dessus, mais voilà, qu'il y avait aussi un marché de l'assurance sur les catastrophes climatiques. Bien sûr, et c'est là où en fait on voit, c'est le problème du capitalisme financiarisé. Voilà, et c'est là où il faut. Je vais donner un autre exemple dans ce sens qui est pour moi très choquant, c'est que la bourse australienne a atteint des records à la fin de l'année dernière, or qu'il y avait des feux de forêt massifs. La bourse française a aussi a atteint aussi des records, en tout cas depuis la crise de 2008, à la fin de 2019. Donc ça montre que en fait, les indices boursiers, les marchés financiers ne sont pas capables et sont déconnectés d'une certaine forme de réalité des changements climatiques. C'est pour cela que l'État et l'intervention de l'État est fondamentale pour réguler cela et pour prendre en compte cela. Donc oui, là, il y a des déviations totales sur les marchés financiers où par les produits dérivés, on peut spéculer, tout comme en 2007, ils avaient spéculé sur la baisse, sur une crise financière, on peut spéculer à ce qu'il y ait des risques climatiques et une baisse des risques climatiques. Et du coup, moi j'ai une question un peu plus en hauteur, parce que là on a beaucoup parlé des choses qu'il faudrait faire en fait immédiatement, ou alors à échéance très rapide. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien dit tout à l'heure en disant, là, si on reste dans le cadre d'un capitalisme financiarisé, on est quand même devant une situation où il va falloir faire une modification profonde de notre système économique, arrêter avec l'absurdité des accords de libre-échange, relocaliser la production et la consommation,
repenser l'aménagement du territoire. On parlait des services publics, des transports en commun. Enfin, voilà, ça demande quand même une rupture extrêmement forte, historiquement d'ailleurs jamais faite, je pense, à part peut-être après une guerre, mais sinon, en tout cas, une rupture est très forte dessus. Pour vous, si on va sur un cadre un peu moins contraint par ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important en fait dans cette rupture à penser? Qu'est-ce qui est, quel est le point principal que vous voudriez mettre en avant, y compris parce que justement, il va falloir que cette rupture-là, elle soit choisie démocratiquement. Parce que c'est aussi une capacité de reprendre le pouvoir sur les multinationales. Alors c'est très vaste comme question, mais si vous avez un point qui vous semble important et qui vous semble aussi désirable aussi pour les gens, de dire voilà, c'est pas juste la catastrophe du siècle, parce que c'est la catastrophe du siècle, mais c'est aussi, tout à l'heure on parlait d'opportunités, mais c'est aussi la possibilité d'une autre vie collective, d'une vie avec du lien, d'une vie... je sais pas, est-ce que ça vous évoque quelque chose ou est-ce que vous avez besoin de réfléchir plus Nous, ça nous parle parce que, en fait, ce qu'on observe, c'est, on parle de la crise sociale, la crise environnementale, mais c'est aussi une crise de sens, en fait, qu'on observe et dans les débats, au sein des équipes locales. Ce qui ressort beaucoup, c'est des personnes qui sont de plus en plus isolées, en fait. Il y a cette, on parle de lien social, mais c'est vraiment ça, en fait, des personnes qui se retrouvent plus du tout comme avant. Quand on prend un peu les verbatims, c'est de se dire avant j'allais voir mon voisin, maintenant on n'a plus de contact. Enfin, il y a vraiment cette notion aussi de crise de sens de la société, le gaspillage, la surconsommation, l'obsolescence programmée, tout ça va dans ce sens de quel sens on veut donner à la société. Et voilà, peut-être c'est très large aussi, mais nous, ce qu'on met en avant, c'est la révolution fraternelle. Et pour nous, c'est vraiment ça qui doit aussi se passer, c'est de prendre cette opportunité de cet impératif de transition écologique juste pour se dire comment on construit aussi une société qui est plus fraternelle et davantage tournée vers les autres. Oui, moi je vois deux piliers. Alors j'ai encore un peu ma casquette plaidoyer technique, désolé, mais le premier c'est plutôt de dire que globalement il faut qu'on aille vers une défense des intérêts collectifs plutôt que des intérêts privés, et où on constate énormément de lois, de mesures, de directions aujourd'hui qui vont plutôt dans le sens inverse. On a pris l'exemple de que ce soit la fiscalité, que ce soit les subventions à quel secteur d'activité, que ce soit... enfin bref, il y a énormément de choses à creuser là-dessus. Et derrière, là c'est la casquette finance, mais en fait c'est quoi la finance? C'est tout simplement de mettre une valeur sur quelque chose. C'est très dématérialisé la finance. En fait c'est juste, on va juste donner qu'est-ce qui a de la valeur. Et donc c'est là où on rejoint le sens, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui a de la valeur derrière. Et donc parler aujourd'hui de critères, par exemple pour les entreprises RSE, ou pour la finance on appelle ça ESG, donc environnemental, social et de gouvernance, ça reste dans le cadre du capitalisme financiarisé, mais il n'empêche pas que c'est très important d'insister là-dessus et de dire comment on donne de la valeur aux choses. Et donc aujourd'hui, il faut quand même dire que les marchés financiers ont un poids considérable sur qu'est-ce qui donne de la valeur. Lorsque les indices boursiers augmentent alors qu'on a des changements climatiques, ça montre que en fait, les marchés financiers ne prennent pas en compte les impacts humains. De même, lorsque les actions... là on a eu les chiffres sur les actions du CAC 40 et que c'est Total qui a eu les dividendes, je crois que c'est 8,5 milliards d'euros de dividendes les plus importants. Est-ce que Total c'est vraiment une entreprise du futur? Est-ce qu'elle engage vraiment la transition? On peut se poser la question. Donc est-ce que derrière vraiment il faut donner de la valeur à des produits qui ne prennent aucun critère humain ou environnementaux? Et le dernier exemple, parce que moi je trouve que c'est un événement marquant de 2019, c'est l'introduction en bourse de Saudi Aramco, donc qui est la compagnie pétrolière de l'Arabie Saoudite et qui a la plus grosse introduction en bourse de l'histoire, et surtout la valeur aujourd'hui boursière la plus importante devant Apple, Amazon, etc. Oui, c'est fou ça. Saudi Aramco. Ils sont entrés en bourse début décembre. Donc c'est à quoi on donne de la valeur, je pense. Et comment on donne de la valeur, c'est ça? Oui, la question c'est pareil que la question
des communs qui a été posée. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit bien qu'on peut, même si on récupère tout cet argent, comment on a fait cette transition? Une fois que tu as l'argent, est-ce qu'on peut faire confiance au marché pour la faire? Ou à la finance, aux grandes entreprises, quand tu vois l'état du marché? C'est une vraie question à se poser. D'où la question des communs. Tout à fait. Ouais, Si je peux compléter juste cette question-là, en fait, c'est parce que typiquement l'agriculture, c'est un très bon exemple de ça. L'agriculture, personne n'a jamais décidé dans le pays qu'on allait faire une agriculture sans paysans. Personne n'a décidé ça. On n'a jamais décidé collectivement qu'on allait mettre des phytos de partout, qu'on allait avoir un suicide de paysans par jour. Et en fait, voilà, on arrive, pareil, sur la question du rail, c'est pareil. On nous dit on ouvre à la concurrence parce que c'est bien d'ouvrir à la concurrence parce que le privé c'est bien. Bon, bah, résultat, on a 87% des marchandises qui transitent par camion. Donc on a complètement inversé la proportion par rapport à il y a 50 ans de ce qui était transporté par rail, qui est quand même bien moins polluant. Donc cette question-là de savoir qui va décider de notre avenir aussi, est-ce qu'on laisse un marché, bon, certains vous diraient une main invisible qui règle tout, enfin qui on fait décider en fait de notre avenir? Je pense qu'elle est très importante. Et là, en ce moment, nous, on bosse beaucoup sur la question des forêts comme bien commun aussi. Et sur les forêts, il y a aussi une espèce d'industrialisation rampante qui se fait de manière complètement cachée, sur lequel les citoyennes et les citoyens n'ont rien à dire. Et du coup, cette question de la décision démocratique, et du coup, de savoir est-ce que, par exemple, on laisse des entreprises faire ça, elle est importante. Et sur cette sobriété dont on parlait tout à l'heure, si ça demande des efforts, alors il y en a pour lesquels ça va être un mieux. On parlait des rénovations énergétiques, ne pas avoir froid dans son logement, c'est quand même, ça change quand même la vie sur plein d'aspects, y compris sur l'aspect social, effectivement. Mais pour certains, ça va aussi demander des efforts, ça va demander des changements. Et donc, il faut que ça soit une sobriété choisie et pas subie. Enfin, il y a quelque chose autour de la décision démocratique qui est, je pense, très importante à penser aussi, et qui est dur à imaginer. Hein, mais Oui, de travailler sur les conditions d'acceptabilité en fait, de ce qu'on veut mettre aussi en avant. Mais je pense qu'il y a des outils démocratiques. Alors après, on en parlait ce matin, il faut voir quelle suite ça donnera. Mais je trouve que l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, il est assez intéressant dans le sens où, en tout cas, nous, on salue l'exercice inédit un peu démocratique que c'est sur le papier, et puis surtout le travail et l'investissement des citoyens. Et c'est là où je veux en venir, parce qu'on se rend compte qu'on a ces citoyens qui sont représentatifs des dimensions en tout cas sociodémographiques de la France. Et qui se sont vraiment investis sur ce sujet, qui se sont beaucoup renseignés, qui sont très demandeurs d'informations et qui s'impliquent et qui s'investissent. Et je trouve que c'est intéressant ça montre quelque chose en fait qui est aujourd'hui de se dire que les Français ont envie qu'on les écoute en fait, et que la politique aujourd'hui je vous donne cet exemple parce que je vous parlais tout à l'heure de nos contributions au grand débat, parce qu'on a organisé 150 débats et on l'a intitulé notre rapport « Tout ce qui se dit là, il faut que ça remonte ». Et en fait, je pense que c'est une phrase qui est forte, en fait, parce que c'est vraiment de se dire on ne se sent pas écouté. Là, on vous dit des choses, mais qu'est-ce que ça va être derrière ? Et je pense qu'il y a tous ces espaces, enfin voilà, nous montrent de l'importance aussi qu'aujourd'hui, les Français ont quelque chose à dire, qu'il faut les écouter et qu'il existe des espaces, qu'on a des espaces à créer aussi, pour permettre ces espaces d'échange et d'écoute, mais d'écoute réelle. Vaste question. Je dirais qu'il faut... parce qu'en fait, on est parti du marché pour dire bon, le marché existera quand même, on a quand même besoin du marché. Après, moi, je suis vraiment en faveur de le réguler, de pouvoir mettre en place des normes. Alors, c'est pas que des taxes, il y a plein de normes contraignantes, des lois qu'on peut mettre en place et qui vont réorienter naturellement les choses, et où il y a certaines... alors, c'est très bizarre, mais il y a certaines vertus du marché. Après, il faut vraiment savoir mettre la barrière, et où l'État et où l'intérêt collectif va prendre le pas, et ce qui manque cruellement à l'heure actuelle. Donc, pour réduire les inégalités avec des impôts progressifs, pour garantir la lutte contre le changement climatique, etc.
Et de ce point de vue-là, c'est là où pour moi, où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce que l'on considère en tant que nation, en tant que citoyen, la barre et la limite de l'intérêt collectif et de l'intérêt privé est là, et on doit d'abord penser à l'intérêt collectif. Et là, je pense que c'est une vraie question démocratique et de prise en compte des considérations de chacun. Et c'est là où, c'est un exemple aussi, mais la Convention citoyenne reste un exercice intéressant, même si elle devrait être assortie comment dire, d'un référendum ou d'une loi ou d'un engagement sur ce que ça devrait être. Mais voilà, on revient au contraint, mais je pense que c'est vraiment définir collectivement où est-ce que est la frontière entre l'intérêt privé et l'intérêt collectif. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez rajouter ou vous avez déjà dit plein de choses? Il est trop tard pour être pessimiste. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci. Merci.